chers professeurs et chers collègues ici présents, j'ai le plaisir de partager avec vous cet après-midi quelques notions de microbiologie prédictive. Donc, ma présentation s'articulera, je ne sais pas si la technique est prête, hein? Très bien, s'articulera autour de ce plan que vous voyez. Je donnerai donc une brève introduction sur la qualité des aliments, la gestion de la qualité. Cela m'amènera à parler de la notion de la microbiologie prédictive et donner quelques applications. Et la présentation va se terminer avec quelques axes de réflexion sur comment nous pouvons donc utiliser la microbiologie active et la microbiologie prédictive en Afrique pour mieux gérer la qualité de nos aliments. Merci. Alors, en introduction, vous savez tous ici le rôle que les micro-organismes jouent dans nos aliments. Nous avons, il y a les gens qui n'arrivent pas à voir la tête. Vous avez quelque chose à OK. Donc, nous avons un rôle utile. Tout le monde sait ça, c'est le premier rôle. Donc, quand on parle des micro-organismes, nous avons toujours tendance à voir que ce sont nos ennemis, mais ce n'est pas vrai. Et il y a certains qui jouent un rôle utile, par exemple la fermentation. Quand je fais cours, j'ai l'habitude de dire que sans les micro-organismes, on n'aurait pas un produit comme le pain, comme la bière. Et revenons chez nous, on n'aurait pas de produits comme le gari, comme l'afiti, comme le gowé, comme le tchukutu, et j'en oublie. Vous voyez, donc les micro-organismes sont très utiles pour nous. Malheureusement, là où il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Il y a d'autres qui sont nuisibles. C'est les pathogènes, ceux qui peuvent nous rendre malades. Et d'autres qui jouent un rôle déplaisant, c'est-à-dire ceux qui peuvent altérer nos aliments. Très souvent, les gens font la confusion entre les deux, mais il faut remarquer qu'un micro-organisme pathogène est différent donc d'un micro-organisme d'altération. Alors, pour ceux qui ne sont pas utiles, c'est-à-dire les nuisibles et les déplaisants, évidemment, nous ne les voulons pas dans les aliments. Nous avons une obligation de les contrôler. Et ceux-là, comme je le disais, ils peuvent être divisés pour les agents pathogènes. Il y a d'autres qui peuvent créer une infection, dans le cas de Salmonella, qui peut se développer au niveau de notre intestin. Et il y a d'autres qui peuvent être à l'origine d'une intoxication. Vous avez le cas de Clostridium botulinum, par exemple, qui peut former une toxine au niveau de l'aliment. Bacillus cereus, par exemple, sont là. Et c'est la toxine qui va créer donc l'intoxication au niveau du consommateur. Et de l'autre côté, donc à ma droite, vous avez les gemmes d'altération qui peuvent être donc, les champignons, surtout les moisissures, aussi les bactéries, Pseudomonas et autres. Alors, par rapport à l'altération, en règle générale, c'est que lorsque un produit, bien sûr, un produit non fermenté, lorsque la charge est autour de 10 puissance 7, vous prenez tous les livres de microbiologie, on pense que c'est le niveau d'altération, donc le produit est altéré. Donc, dans une entreprise agroalimentaire, donc, ceux qui travaillent vont chercher à voir comment faire pour retarder donc, les micro-organismes qui n'atteignent pas ce niveau d'altération le plus tôt que possible. Et de façon traditionnelle, qu'est-ce que nous faisons? C'est le contrôle du produit fini. Et quand nous parlons de contrôle du produit fini, c'est-à-dire, vous avez là la chaîne de production. On peut prendre par exemple quelques échantillons de matières premières. Bon, produit fini, c'est pourquoi on a mis fini en parenthèse. Il y a les matières premières qu'on peut analyser. Ou bien on attend à la fin de la production, on a fini la pasteurisation, on va prendre l'échantillon, on va analyser pour voir si la qualité microbiologique est satisfaisante ou pas. Ça, c'est une méthode traditionnelle de contrôle des aliments. Mais évidemment, cette méthode a des inconvénients. Les inconvénients, quelques-uns, c'est que, imaginez, il y a un temps et un délai entre le moment où vous avez fait l'échantillonnage et le moment où vous aurez les résultats. Et si c'est un micro-organisme pathogène qui est vraiment impliqué, qui a contaminé donc votre produit alimentaire, le consommateur peut déjà tomber malade avant que vous n'ayez le résultat pour procéder à un retrait ou à un rappel selon le cas. Il est difficile d'optimiser une telle procédure parce que
c'est standard, vous allez prendre les produits et vous allez les analyser. On peut avoir les pertes de produits, les pertes sont énormes parce que lorsqu'on se rend compte, par exemple, qu'un produit est contaminé par salmonella, là, il faut procéder à un rappel ou à un retrait selon l'étape où on est. Et ceci, si vous n'avez même pas une bonne procédure de traçabilité, vous pouvez même être amené à détruire tout ce que vous avez comme produit au niveau de l'entreprise. Et autre inconvénient, c'est qu'on n'a pas une connaissance sur le produit et après la vente. Lorsque le produit sort de votre entreprise, vous, c'est avec le consommateur, vous ne pouvez plus avoir une connaissance de comment le consommateur va utiliser votre produit et s'il utilise ça de cette manière, quels pourraient être les risques. Vous n'en savez plus rien. Et il n'y a pas aussi une garantie. Quand on parle de garantie ici, c'est que lorsque vous faites les analyses de produits finis, si le résultat est positif, bon, ça donne quelque chose, ça donne une information, mais si le résultat est négatif, vous ne pouvez rien dire. Ça peut être que c'est l'échantillonnage qui est mal fait. Le résultat négatif ne veut pas dire forcément que le pathogène que vous cherchez est effectivement absent dans le produit. Voilà quelques inconvénients qui ont amené, donc certains à voir autre chose qu'on peut faire. Comment on peut, au lieu d'utiliser la méthode traditionnelle, si on peut penser à autre chose. Et l'un des outils, c'est la microbiologie prédictive. De quoi s'agit-il? La microbiologie prédictive, en fait, c'est une branche de la microbiologie alimentaire qui évalue de façon quantitative le comportement des micro-organismes dans les aliments dans le but de dériver des modèles mathématiques adéquats. Donc, une branche de la microbiologie alimentaire qui s'intéresse au comportement des micro-organismes dans les aliments. Et une autre définition simple, c'est en réalité l'utilisation des équations mathématiques pour décrire le comportement des micro-organismes. Et lorsque nous parlons de comportement des micro-organismes, ça peut être leur croissance dans l'aliment, ça peut être leur inactivation, lorsque vous faites une pasteurisation par exemple, la charge d'un micro-organisme va diminuer. Donc, on va voir comment ça va diminuer dans le temps. Ça peut être leur suivi. Vous prenez un produit comme le gari, l'activité de l'eau très faible, ça ne va pas favoriser la croissance de salmonella. La salmonella peut survivre. Pendant combien de temps? On peut essayer d'utiliser les outils de microbiologie prédictive pour étudier ce comportement. Ça peut être la production de toxines. J'ai parlé tout à l'heure de Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus et beaucoup d'autres micro-organismes. Il faut voir à quel moment il peut produire donc de la toxine dans votre aliment, quand il va atteindre quelle charge et comment il peut rendre le consommateur malade. La germination de spores, comme vous le savez, certains micro-organismes forment de spores, Bacillus cereus par exemple. Donc, lorsque les conditions sont défavorables, vous préparez votre riz donc les spores vont se former, mais lorsque votre riz se refroidit à la température ambiante, les spores vont germer pour avoir encore la forme végétative. Donc, on peut utiliser la microbiologie prédictive pour voir quel sera le comportement donc, de Bacillus cereus pour la germination. Alors, quelques avantages de la microbiologie prédictive, c'est que c'est un outil qui offre une alternative à l'évaluation microbiologique traditionnelle de la qualité microbiologique des aliments, tels que les tests de durée de vieillissement et les challenge tests. Bon, il y a des microbiologistes dans la salle. Quand on parle des tests de vieillissement, par exemple, si je fabrique un nouveau produit et je vais avoir une idée sur comment la charge des micro-organismes peut évoluer dans le produit dans le temps, je peux faire un test de conservation et à des intervalles de temps réguliers, je veux prendre les échantillons et analyser pour voir. Donc, ça, c'est une façon traditionnelle de faire les choses. Le challenge test, c'est que, bon, on peut nous-mêmes, si je veux voir, on peut inoculer un micro-organisme donné par un pathogène, il peut utiliser salmonella dans le produit pour simuler ce qui se passerait si le produit était contaminé par salmonella. Mais ça, c'est des façons traditionnelles de faire qui ne permettent pas d'avoir vraiment une idée très sûre. Parce qu'il suffit qu'on change un peu la température et vous êtes obligé de reprendre tout le processus, ce qui n'est pas aisé.
Dans les modèles, quand nous parlons de la microbiologie prédictive, c'est des modèles. Ces modèles peuvent être appliqués tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour déterminer ce qui peut se produire dans de nombreux scénarios différents. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez faire un challenge test, vous êtes obligé de choisir peut-être une température ou deux températures. Mais lorsque vous utilisez les études de microbiologie prédictive, vous pouvez faire beaucoup de simulations. Vous pouvez dire si la température augmente de 5 degrés, si ça diminue. Vous pouvez imaginer un scénario et vous aurez les résultats. Alors, donc, ces outils de microbiologie prédictive sont très utiles pour appuyer les décisions en matière de la gestion de la qualité des aliments. Vous allez voir que, tout à l'heure, je vais revenir sur ça, toutes les grandes entreprises, Nestlé, Unilever, ils ont toujours un spécialiste de la microbiologie prédictive au sein de leur entreprise. Alors, le principe, c'est dommage que vous ne lisez pas, ce qui est en haut, c'est le principe de la microbiologie prédictive. La microbiologie prédictive est basée en réalité sur l'hypothèse que les réactions des micro-organismes aux facteurs environnementaux sont reproductibles. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si vous conservez un aliment dans des conditions bien déterminées aujourd'hui, question de température par exemple, le comportement que les micro-organismes ont aujourd'hui, ce comportement peut se reproduire un autre jour si vous conservez l'aliment dans les mêmes conditions. En réalité, c'est le principe phare de la microbiologie. Donc, sur cette base, les observations passées peuvent être utilisées pour prédire les futures réactions des micro-organismes aux facteurs environnementaux. Maintenant, je ne vais pas être trop théorique. Revenons un peu maintenant pour voir, quand nous parlons de la microbiologie prédictive, quels sont les types de modèles que nous avons? Alors, nous avons en réalité 3 types de modèles. Il y a les modèles primaires, les modèles secondaires et les modèles tertiaires. Donc, rapidement, je vais parcourir chacun de ces modèles. Alors, les modèles primaires, c'est des modèles qui décrivent les changements de population microbienne en fonction du temps, sous les conditions environnementales données. Donc, c'est les modèles qui vont décrire comment les micro-organismes, par exemple, évoluent dans le temps. Ça, c'est la modélisation primaire. Quelques exemples, par exemple, Donc, il y a par exemple le modèle de Combes, le modèle de Baraghi, qui sont les modèles primaires les plus utilisés dans la littérature. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 modèles-là qui sont plus utilisés. Ici, c'est le modèle reparamétré de Combes. Ici, c'est dans l'équation, ça paraît long, ça peut faire quelque chose là, mais en réalité, quand je fais que je dis, prenez ça simple, c'est comme une équation, vous avez Y égale à AX plus B. C'est un modèle. Et donc ici, nous avons un log de NT, c'est-à-dire la charge de micro-organismes est fonction de la charge initiale qui est N0 et d'autres paramètres comme par exemple le taux spécifique de croissance de micro-organismes, le temps de latence. Donc ce n'est pas une équation simple parce que ce n'est pas linéaire. Vous connaissez bien la courbe de croissance avec ces différentes phases. Donc en réalité, ce modèle, ce n'était pas à l'origine un modèle défini seulement pour la croissance des micro-organismes. C'est pour toutes les réactions biologiques en forme de S. Mais il y a un professeur, le professeur Zwintering, qui est mon directeur de thèse, qui a pris le modèle, l'a reparamétré, lui a donné des paramètres qui sont significatifs pour nous en microbiologie. Par exemple, la charge initiale de N0, le taux spécifique de croissance, le temps de latence, ce sont des paramètres qui sont des paramètres d'intérêt pour un microbiologiste, surtout un microbiologiste qui s'intéresse à la qualité. Donc, c'est tout ce qu'il a fait et par rapport à ça, et ce modèle est fortement cité dans la littérature, partout où on fait de la microbiologie prédictive, on le cite. Le second modèle, c'est le modèle de Baraghi. Baraghi, il est en UK, au Royaume-Uni. On se rencontre dans les conférences fréquemment. Lui, le modèle est pratiquement similaire, mais il y a une fonction AT qui est une fonction d'ajustement décrite par Baraghi qui rend le modèle plus spécifique. On n'aura pas le temps d'aller dans ces détails, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, dans la pratique, parce que nous voulons que les gens reçoivent quelques informations pratiques ici, c'est que les modèles-là seront utilisés pour faire de l'ajustement et déterminer les paramètres.
Lorsque vous conservez votre aliment, les micro-organismes vont se développer. Généralement, les micro-organismes vont se développer en suivant cette tendance de courbe de croissance. Donc, vous avez une phase de latence, après vous avez une phase exponentielle, vous avez une phase stationnaire et puis une phase de déclin. Bon, qui ne nous intéresse pas trop ici parce que en microbiologie alimentaire, avant qu'on atteigne la phase de déclin, le produit serait déjà complètement gâté. Voilà les phases chaudes là. Donc, combien de temps, le temps de latence, on en a besoin, on a besoin d'estimer cela. À quelle vitesse les micro-organismes croissent ici? C'est très important pour pouvoir faire la prédiction, pour savoir de la charge initiale, combien de temps il leur faut. Parce qu'en abscisse, vous avez le temps, j'espère que vous avez bien compris, combien de temps il faut pour atteindre le niveau que nous ne voulons pas. Tout à l'heure, j'ai donné le niveau 10 puissance 7 comme le niveau d'altération. Donc, il faut qu'on connaisse la vitesse et qu'on connaisse aussi la charge maximale qu'il y a à atteindre. Donc, tous ces paramètres-là, lorsque vous utilisez un modèle comme le modèle de Combes, mais de Bahrain, vous pouvez les estimer. Et si on avait le temps, si c'était organisé, si c'était des TP, ce serait maintenant la phase pratique pour aller estimer, mais j'ai juste fait quelques captures d'écran pour montrer ceux qui sont intéressés à comment faire ces choses-là. Plus tard, ils peuvent essayer de nous. Donc, le modèle, ici, vous avez l'exemple de modèle paramétrique de Combes. Le modèle est là. Donc, dans la pratique, si vous voulez utiliser Excel pour le faire, Excel fait ça simple. Mais vous avez le temps. Ici, là où j'ai mis data, c'est les données que vous avez collectées vous-même. Et ici, voici ce que le modèle prédit. Et ici, c'est la différence, bien sûr, entre le modèle. Donc, vous allez faire un ajustement pour que le modèle et vos données se rejoignent. En réalité, c'est ça l'ajustement. Et donc, demandez à Excel de réduire cette valeur pour que donc, quand vous voyez ici, la ligne rouge, c'est le modèle et les points, c'est les données que nous avons mesurées nous-mêmes au laboratoire. Donc, en faisant cet ajustement, le modèle peut nous permettre d'estimer les paramètres qui sont ici. Par exemple, la charge initiale, le niveau initial, c'est autour de 3,4 log ici. Le mu, c'est-à-dire le taux spécifique de croissance, je connais. Le temps de latence, il me donne ça. L'amplitude, c'est-à-dire la différence entre la charge initiale et la charge maximale atteinte. Voilà les paramètres que je peux estimer. Et surtout, ce paramètre, le taux spécifique de croissance, devient un paramètre très important pour moi. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas bien, c'est un peu comme si, comme je le disais, j'ai Y égale à 1 plus B, comme si on dit par exemple que la production de coton au Bénin, qui est Y, est fonction de l'année de production, qui est X, et avec des paramètres A et B. Donc, si je fais l'ajustement, je peux déterminer A et B, et comme ça, je sais alors, pour chaque année, je peux dire en 2020, il suffit de remplacer X par 2020 et j'aurai la production Y. C'est aussi simple que ça. Et ici, c'est un cas pratique pour ma propre thèse, donc je ne vais pas changer. Nous avons travaillé sur les crevettes et nous avons conservé les crevettes à 5 températures différentes, 0, 4, 7, 15 et 28 degrés. La première courbe ici, c'est la courbe de croissance à 0 degré. Celle-ci, c'est à 7 degrés et à 4, non, oui, 0, 4, 7, 15 et 28 degrés. Vous savez, la température, c'est un facteur très important qui influence la place des micro-organismes. À 0 degré, on a mis vraiment beaucoup de temps, mais à 28 degrés, c'est une question d'heure pour atteindre la charge. C'est comme ça se passe. Ce modèle, nous avons fait de l'ajustement au fait. Les points qui sont en bleu ou autre, là, ce sont nos propres données, mais c'est ce que le modèle prédit qui est en rouge. Mais l'information que nous avons pu retenir, c'est qu'on a pu identifier le taux spécifique de croissance de ce Pseudomonas à chaque température. Donc, à 0 degré, on connaît ça jusqu'à la fin. Donc, on connaît comment le micro-organisme croît en fonction de la température de conservation. Ça, c'est la modélisation primaire. Maintenant, je vais revenir sur ça, mais parler brièvement d'abord des modèles secondaires. Les modèles secondaires, c'est un pas de plus. Eux, ils vont décrire les changements des paramètres cinétiques, par exemple le taux de croissance là, en fonction de facteurs environnementaux, la température. Souvenez-vous que le modèle primaire, ça décrit seulement le nombre de micro-organismes en fonction du temps. Mais ici, ça va décrire comment le taux de croissance augmente en fonction de la température. Donc, c'est un peu différent.
Quelques exemples encore, c'est le modèle de Raskowski, monsieur de l'Australie, avec le modèle de Gamma, le modèle Polynian. Il y a plusieurs modèles qui existent dans la littérature. Je vais me focaliser sur le modèle de Raskowski, qui est un modèle simple qui prédit l'effet de la température sur la croissance microbienne. Donc, ici, c'est le taux spécifique de croissance est égal à 1B qui multiplie T moins T min au carré. Ça, c'est le modèle de Raskowski. Le T min, c'est la température minimale extrapolée à laquelle le microbe ne peut plus croître. Et le B, c'est le coefficient de régression. Le mu max, c'est le taux spécifique de croissance. Le taux qu'on a déjà estimé quand on faisait déjà la modélisation primaire. Donc, après avoir fini la modélisation primaire, vous pouvez utiliser ce modèle pour décrire un modèle secondaire. Si je vais revenir sur le cas que je viens de vous montrer, dans le cas de la thèse, voilà le modèle que nous avons pu décrire. Au niveau de l'âge des abscisses, vous avez quoi? Vous avez la température. Et au niveau de l'âge des ordonnées, vous avez le taux spécifique de croissance, racine carrée, le taux spécifique de croissance. Alors que tout à l'heure, c'était le temps et le nombre. Donc, vous avez vu, on a eu 5 données, 5 températures à 0 degré, à 4, à 7, à 15 et à 28. Donc, voilà comment nos points sont sur la monnaie. On a déterminé le R carré et aussi la droite. Mais lorsque vous avez quelque chose, un modèle comme ça, c'est que vous êtes sauvé. C'est vraiment, ça devient un outil très important parce que c'est quoi? À n'importe quelle température de conservation ici, je peux estimer le taux de croissance de Pseudomonas. C'est vrai que j'ai utilisé 5 températures seulement, mais il suffit si je conservais mon produit par exemple à 5 degrés, 5 degrés, je vais déterminer. Si je conservais ça à 20 degrés, ça devient un outil qui nous permet d'estimer à n'importe quelle température le taux de croissance. Et quand je connais le taux de croissance à une température donnée, je peux savoir combien de temps il faut pour que le micro-organisme atteigne un niveau donné et je peux alors me prononcer sur quand mon produit sera altéré ou bien qu'est-ce que je dois vite faire pour le vendre pour éviter que ça ne soit altéré ou bien que ça ne soit pas en dessous de conscience. Ça devient un outil important de gestion de. Donc, voilà, un modèle comme ça, juste pour vous donner un exemple, j'avais ça quand j'étais revenu de finir ma thèse, j'avais fait un postdoc avec une bourse IFS, je salue les gens de IFS au passage, et les étudiants travaillent avec moi parce que je voulais leur donner un peu quelques outils. Donc, quand ils vont au laboratoire, ils manipulent. Je dis, bon, manipulation que vous avez, la manipulation que vous faites aujourd'hui, vous allez compter à la dilution temps. Et voici le nombre que vous allez compter. Et ils vont manipuler, ils reviennent, ils disent, ah, docteur, ce que vous avez dit là, c'est ça qu'on a trouvé exactement. Bon, ils me prenaient comme un sorcier, mais je n'étais pas un sorcier. J'utilisais en fait le modèle pour dire ce qu'ils vont obtenir dans le temps. Alors, le modèle tertiaire. Tout à l'heure, j'ai présenté quelques formules mathématiques. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, on sait ça. Et c'est pour éviter tout cela que les gens ont fait les modèles tertiaires, qui ne sont en réalité que des logiciels. Donc, dans les modèles tertiaires, les modèles primaires, les modèles secondaires sont déjà combinés ensemble dans un logiciel. Et vous n'avez pas fait un calcul, vous avez juste à connaître le nom de votre micro-organisme, à connaître la température à laquelle vous voulez conserver le produit, et puis vous mettez, le modèle vous sort tout. Bon, c'est comme, vous ne comprenez pas ce qui est derrière ça, mais bon, ce n'est pas très grave, vous n'êtes pas un spécialiste, mais c'est ça les modèles tertiaires au fait. Et parmi les modèles tertiaires, nous avons le plus connu, c'est Combase. Il y en a beaucoup. Il y a le Combase, c'est le plus connu, c'est détenu par Bahrain et ses collaborateurs. Il y a le Pathogen Modeling Programme, ça c'est les Américains. Le Simplivius Baseline, ça c'est les Français qui ont fait ça. Les Espagnols ont fait récemment un autre logiciel, le Macro Hypro, et les Danois sur Food Spoilage and Safety Predictor, surtout pour les produits de pêche. Donc, bon, vous voyez, les grands pays, là, on n'a pas vu un pour l'Afrique, mais ça viendra. Ils ont des modèles pour faire. Mais je pense que le modèle le plus grand, c'est Combase. Je voudrais inviter tous ceux qui sont au niveau de la salle. C'est bon, vous allez voir ça. Après, c'est le lien que j'ai mis. Combase, c'est gratuit, ce n'est pas, c'est rien. Vous pouvez juste aller sur le site. Vous êtes obligé de vous
enregistrer pour la première fois que vous allez. Et il va demander le pays, le Bénin. Il n'y avait pas le Bénin sur la liste. J'ai écrit à Baraï et il a ajouté le Bénin. Donc, si vous êtes togolais ou autre, vous pouvez ne pas voir Togo, mais vous prenez le Bénin, vous enregistrez. Après, on peut leur écrire pour qu'ils ajoutent aussi les noms des pays africains. Alors, quand vous allez dans Combes, malheureusement, on n'a pas le temps de parcourir ça, mais vous aurez quelque chose comme ça en interface. Ça, c'est juste un exemple. Il y a growth, ça veut dire la croissance. Il y a l'inactivation, il y a survival. Si vous prenez par exemple la croissance, il suffit de choisir ici la liste. Il y a une liste de micro-organismes. Si vous êtes intéressé à Salmonella, vous choisissez Salmonella et vous allez dire quel est le niveau initial de contamination de votre aliment à Salmonella. Si vous savez, si vous n'avez pas, bon, vous pouvez juste estimer, vous mettez la valeur, vous allez mettre la température de conservation, vous allez mettre le pH de votre aliment et vous allez mettre l'activité de l'eau de votre aliment. C'est ça, ça varie à ça. Et puis, la courbe de croissance sort pour vous avec le taux de croissance. Donc, vous n'avez rien à faire ici que juste de mettre les paramètres de vos produits. Vous connaissez le pH de votre aliment, vous connaissez l'activité de l'eau de l'aliment. À tout moment, vous pouvez avoir une idée sur comment le micro-organisme va se développer dans votre produit. Et ça, c'est un outil très puissant que les gens utilisent. Alors, j'ai parlé des modèles primaires, des modèles secondaires, des modèles tertiaires. Il faut, quand vous êtes en train de faire de la modélisation, il faut ce qu'on appelle la validation. C'est en haut, vous n'arrivez pas à lire là. Donc, c'est la validation des modèles. En réalité, les modèles ne vont vous générer que ce que vous avez mis. Donc, c'est la qualité de vos données, cette qualité-là qui va déterminer aussi la qualité de vos prédictions, de ce que le modèle prédit. Donc, pour être sûr que le modèle marche bien, il faut le valider. Donc, il faut valider le modèle pour déterminer le niveau de confiance que l'on peut avoir en l'utilisant. Et pour le faire, il y a des études statistiques appropriées pour la validation. Bon, j'ai hésité, mais j'ai dit, bon, il ne faut pas venir embrouiller tout le monde ici, donc j'ai laissé, mais sinon il y a des études mathématiques que vous allez utiliser pour voir si votre modèle marche bien, ou si ça ne marche pas, vous pouvez essayer de revoir les paramètres pour l'ajuster. Donc, une fois que vous avez un modèle qui marche bien, qui est bien validé, vous allez vous sauver pour la vie. Parce que, encore une fois, comme je vous le disais, si vous êtes au laboratoire, si les données primaires que nous disons là, j'ai dit que nous avons conservé à 0, à 4, 7, 15 et 28, parfois le temps de prélèvement peut tomber à 2 heures du matin. Vous êtes obligé de dormir au laboratoire. C'est vraiment pénible. Mais on ne peut pas continuer à faire ça là tout le temps. Je vois les collègues qui sont en train de travailler dans les étudiants doctorants. Actuellement, dans mon laboratoire, une étudiante qui ne rentre pas, qui dort tout le temps, là, j'ai dit, bon, c'est bien. Mais une fois que tu connais ces données, il faut qu'on développe des modèles pour que plus jamais on ait besoin de souffrir autant. On peut juste essayer de valider le modèle en faisant quelques points pour voir si ça marche ou pas. Donc, c'est ça. Je vais évoluer un peu dans ma présentation pour parler au fait d'autres types de modèles. C'est vrai que la présentation était une microbiologie prédictive, mais je voulais vous dire que la modélisation ne s'intéresse pas qu'aux micro-organismes. Vous pouvez modéliser beaucoup de choses. Vous pouvez modéliser les paramètres physico-chimiques dans les aliments. Nous avons développé beaucoup de modèles pour la production d'ABVT, azote basite volatile totale, pour voir. Vous pouvez chercher à modéliser, par exemple, la vitamine, la dégradation des vitamines. Vous savez, certains fruits, lorsque le fruit vient d'être cueilli, la concentration en vitamine C peut être élevée, mais au cours de la conservation, ça peut se dégrader vers la fin. Finalement, vous mangez un fruit sans vitamine. Donc, on peut essayer de voir, par exemple, modéliser le processus de dégradation de vitamines au cours de la conservation des fruits, par exemple. Et juste un exemple ici pour finir. Nous avons développé exactement aussi comme ça un modèle pour prédire la durée de conservation des crevettes en fonction de la température de conservation. Quand vous regardez ce modèle, la durée de vie en jour, 4,5 de puissance moins 15 exponentielle T. Bon, il y a une procédure pour aller là, mais c'est le modèle final. Ça.
Le seul paramètre qui varie dans le modèle, c'est la température. Et comme son dénominateur, c'est une température en Kelvin, bien sûr. Ce modèle nous dit en réalité quoi? À n'importe quelle température de conservation, je peux me faire une idée de la durée de vie, de la durée de conservation de mon produit. Je vois beaucoup de jus au Bénin ici, où les gens mettent à conserver pendant 6 mois, 1 an. On se demande, mais sur la base de quoi ces trucs-là sont formés? Normalement, ça doit être sur la base de la science. Ce n'est pas juste en regardant en l'air. Donc, c'est ce que nous avons fait et nous avons validé le modèle. Quand vous regardez ce modèle, c'est le modèle qui est ici, c'est la courbe là, ça, qui donne le modèle. Quand vous tracez, vous allez voir que c'est la température de conservation qui va de 0 jusqu'à 30 degrés. Et ici, c'est la durée de vie en jours. Donc, le modèle là dit, par exemple, si je conserve les crevettes à 0 degré, ça va faire environ 10 jours. Par contre, si je mets ça à 10 degrés, je suis autour de 4 jours à peu près. Donc, c'est ça que nous avons fait. Mais nous sommes allés plus loin pour voir, est-ce que le modèle marche? Pour savoir que le modèle marche, nous avons d'abord fait une expérimentation indépendante. C'est ça que vous voyez en bleu, je ne sais pas si c'est clair, en bleu ici. Donc, nous avons pris d'autres températures, en dehors de la température, pour voir si on conserve effectivement cette température, est-ce qu'on aura la même durée de vie? Et ça a marché, vous avez vu, la plupart de nos points sont sur la courbe. Et cela ne nous suffisait pas à la dépense. Regardons un peu dans la littérature. La durée de vie que les gens ont publié dans la littérature, de 1982, 2000, tout ça, on a vu et on a mis les valeurs dans le modèle et nous avons calculé, nous avons vu que beaucoup de points étaient sur la courbe. Ceci devient un outil puissant. Donc, je n'ai pas besoin aujourd'hui de me gêner à faire une expérimentation. J'ai ce modèle. Je sais que si je conserve mes crevettes à 4 degrés, je connais le jour où ça va être atterri. Si c'est à 5 degrés, si c'est à 10 degrés, donc ça devient un outil vraiment très puissant de gestion. Et c'est pourquoi cet article est beaucoup cité dans la littérature. Alors, donc, chers professeurs et chers étudiants parmi nous, si vous avez besoin de lire plus, vous pouvez avoir des articles que j'ai mis là. Vous pouvez essayer de lire pour avoir plus d'informations. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Dans tous ces articles, nous avons expliqué comment tous ces modèles-là ont été développés. Maintenant, pour finir, cette figure, parce qu'en réalité, la problématique, c'est quoi? Comment on peut faire maintenant pour que cet outil qui est très utile, je vous ai dit, quand je faisais ma thèse aux Pays-Bas, il y avait aussi une de ma collègue, elle était venue de Nestlé pour venir apprendre les outils de microbiologie prédictive et retourner à Nestlé. Vous prenez Unilever, toutes ces grandes entreprises agroalimentaires ont tous des spécialistes en microbiologie. Mais chez nous encore, ce n'est pas encore une réalité, c'est encore l'étape embryonnaire. Bon, selon mes réflexions, je pense qu'il faut travailler sur la communication et ce que nous faisons déjà ici est très intéressant. Et je voudrais remercier le docteur Sessou et tous les professeurs qui nous accompagnent pour qu'on porte l'information parce que si les gens ne sont même pas au courant de l'outil, comment ils vont le faire dans ça, c'est extrêmement important. Et il faut le renforcement des capacités. Et ce renforcement des capacités, c'est, bon, peut-être par rapport à la communication aussi, essayer de montrer, d'avoir quelques notions de cours. Essayer de réviser un peu nos curricula pour mettre ces outils. À la FSA, c'est fait. En Master 1, maintenant, ils font tous les cours de microbiologie prédictive. Et ça, ce n'est qu'un début, mais il faut aller plus loin. Renforcer les capacités, et quand nous parlons de renforcer les capacités, c'est qu'il faut former les étudiants, il faut former même aussi les formateurs pour que nous ayons les dernières avancées dans le domaine de la microbiologie prédictive pour pouvoir aussi lancer les données. Il faut former les gens au niveau des entreprises agroalimentaires. Par exemple, Combase, on n'a pas besoin de les fatiguer avec les outils de mathématiques, mais les modèles tertiaires qui existent, on peut juste les former pour qu'ils sachent à peu près comment ils peuvent utiliser ces modèles tertiaires pour prendre des décisions au sein de leurs entreprises. Un autre axe sur lequel il faut que nous travaillions, c'est la recherche scientifique. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que nous ayons beaucoup encore de recherches dans le domaine donc, de la microbiologie prédictive en Afrique. Et ça est très important parce que l'écologie microbienne, le professeur
Comme on dit, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a forcément en Europe. Vous allez lire dans les livres de microbiologie que lorsque la charge atteint 10,7, le produit est altéré. Mais nous avons travaillé dans notre laboratoire depuis des années maintenant. Lorsque le produit est à 10,7, le produit est encore frais. Avant qu'on ne constate les premiers signes d'altération, la charge est seulement à 10,8. Mais qu'est-ce qui fait cette différence en réalité? C'est parce que la charge initiale aussi est très élevée. Chez eux, ils ont une charge initiale un peu plus faible. Donc, c'est à nous de faire beaucoup de recherches avec nos produits locaux pour montrer que nous avons quelques différences et que ces modèles préétablis, nous pouvons aussi les modifier si nous travaillons sur nos produits locaux comme Afeti, comme tous les produits que nous consommons. Eh bien, tout ceci, il faut bien que ça se gère dans un environnement politique favorable, qu'il y ait le partenariat privé-public qui marche bien. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de Nestlé qui a financé. Il faut que aussi, au niveau des entreprises agroalimentaires en Afrique, qui pensent que, ils se rendent compte que la recherche est un outil très important de développement de leur, et qu'ils essaient aussi de financer. On ne va pas tout attendre du gouvernement, il faut que le secteur privé aussi intervienne. Voilà quelques idées de réflexion qui pourraient nous permettre de développer cet outil en Afrique et d'essayer de mieux gérer la qualité de nos aliments. Je voudrais finir pour rendre hommage à certains professeurs, le professeur Joseph Mouigan, qui était mon directeur de thèse pour Bénin, et qui est toujours avec nous. Le professeur Marcel Zwittering aux Pays-Bas, directeur de thèse, un spécialiste de microbiologie positive, et docteur Heidi Den Besten, aussi un membre du laboratoire, qui était mon superviseur direct aux Pays-Bas. Le professeur Lisbeth Jackson, qui est de l'université de Gand. Après ma thèse, j'ai beaucoup travaillé à Gand avec eux et nous avons beaucoup travaillé sur ces aspects de microbiologie primitive. Je veux finir. Il y a merci en haut, mais que vous ne lisez pas. Je vous dis merci de votre aimable attention. Merci, monsieur. Merci, bien exposé. Surtout, ces données importantes, non seulement pour les industries agroalimentaires, mais surtout, comme la Bénor peut se saisir pour en faire des normes nationales et africaines. Dans nos laboratoires, nos articles constituent les normes européennes. On prend les outils, comment peut nous aider, outils puissants, comment nous aider pour qu'on sorte même des normes adaptées à la réalité. Merci encore une fois pour l'exposer. Maintenant, passer à la phase des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le temps est court. Nicolas? Une question? Alors, en ligne. Est-ce qu'il y a des participants en ligne qui veulent poser des questions? Parce que moi, j'ai bloqué notre niveau. Non. C'est là-bas? Ils allaient tous figés là. Est-ce que vous savez? Allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oh, d'accord. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? 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 Vous nous suivez? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est que monsieur Tapsoba? Oui, Tapsoba, oui. Oui, Tapsoba depuis le Burkina. Oui, ok, d'accord, merci beaucoup. Oui, ok, merci. Merci au docteur Sylvain Dabadé pour son brillant exposé, qu'on a suivi d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, c'est très intéressant. Je tiens à le féliciter pour ça.
Et donc, sans plus tarder, est-ce que, en fait, dans vos études, est-ce que vous avez tenu compte, en fait, de levures, en fait, comme micro-organismes? Est-ce que vous avez tenu compte de levures, de moisissures, en fait, comme micro-organismes? Parce que j'ai eu l'impression que vous avez plus tablé sur les bactéries. Est-ce que les levures également ont fait l'objet de votre étude? Voilà. Est-ce que si, au cas où ça a été fait, est-ce que vous avez quelques résultats? Est-ce que ça concorde un peu avec ce que vous avez fait avec les bactéries? Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Intervenant en ligne? Bon, s'il n'y a plus de questions. Qui? D'accord. Juste que vous avez la parole. La question d'abord. Allez-y. Merci, cher professeur. Je voudrais d'entrée de jeu remercier le docteur Dabadé. C'est bien ça, j'espère. Merci, très cher professeur et très cher maître. Je voudrais d'entrée de jeu remercier le docteur Dabadé pour cette brillante présentation. Mais j'ai quelques préoccupations. Quels sont les mécanismes qui permettent de déterminer la durée du vieillissement des aliments? Lorsqu'il s'agit des aliments qui sont conservés au réfrigérateur, ou que ce soit des aliments conservés et en congélation, qui sont en congélation, maintenant, les aliments qui ne sont pas congelés dans une chaîne de froid. Comment déterminer la durée du vieillissement? Attends, oui, attends, merci pour ça. La deuxième question relative à une transposition. J'ai suivi un peu les courbes et tout ça là. Je pense que nous sommes tous des scientifiques, donc les mathématiques, ce n'est pas un souci. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'on peut faire une transposition de cette modélisation-là en microbiologie médicale? Parce que quand nous prenons par exemple Escherichia coli, nous connaissons le temps de division. Bon, pour faire les antibiogrammes, c'est minimum 12 heures. Est-ce qu'à partir de là, nous pouvons désormais calculer la durée de croissance à partir de nos données pour accélérer l'antibiogramme et pouvoir sortir le plus tôt que possible les résultats pour permettre aux cliniciens d'avancer dans le traitement des patients? Puisque toutes les fois que nous recevons un échantillon, c'est une personne qui est en train de souffrir. Donc, il faut soulager le plus tôt que possible et la douleur. Ensuite, plus l'antibiogramme dure, les médecins sont obligés de prescrire des antibiotiques et probabilistes. Ce qui fait que nous remarquons qu'il y a le risque parce que après, nous remarquons que tout ce qu'ils ont prescrit là, quand on a fait l'antibiogramme après, on s'est rendu compte que tout est résistant. Or, il y en a plus simples qui étaient sensibles, auxquels ne pas penser parce qu'ils sont allés à 3e génération, 4e génération. Plus cher, mais inefficace. Comment peut-on faire pour faire cette transposition-là, pour que ça puisse être utile? Alors, contribution, est-ce que... Dernière question. D'accord, merci pour ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un centre de contrôle de la qualité des aliments s'impose à nous, en Afrique et en particulier au Bénin? La DANA, je sais que la DANA est là, mais je ne vois pas la DANA dans la pratique. Excusez-moi, mais c'est mon point de vue. Je ne la vois pas. Nous sommes ici maintenant à un colloque de microbiologie, mais je n'ai pas vu de présentation ou d'agents ou bien de cadres venus de la DANA pour nous dire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est pour cela. Bon, 4e question, les normes microbiologiques africaines. Merci, monsieur le professeur. À bientôt.
la parole. Ok, merci beaucoup, professeur. Je remercie tous les intervenants. J'essaierai donc de répondre aux questions. Une première question qui m'est posée est relative au levier moi je suis. Est-ce que nous les avons prises en compte dans nos études? Non, ma réponse est non. Nous n'avons pas travaillé sur les leviers et les moi je suis. Comme je le disais, l'outil de microbiologie prédictive est beaucoup plus focalisé aux micro-organismes pathogènes, aux micro-organismes d'altération. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser aussi pour les micro-organismes utiles. Par exemple, les levures qui vont essayer de faire la fermentation, ou bien s'il y a aussi les levures qui interviennent dans l'altération. On peut bien utiliser l'outil pour décrire le comportement de ces micro-organismes. Seulement que nous n'avons pas fait dans le cadre de notre... Mais la littérature existe sur ça, les documents existent sur ça dans la littérature. Et le mécanisme pour déterminer la durée de vieillissement des aliments. Non, au fait, lorsque nous parlons de vieillissement des aliments, ici c'est pour être plus chaud, là nous allons parler de l'altération des aliments. Et lorsque nous parlons de l'altération des aliments, c'est qu'il y a perte de qualité. C'est un processus de perte de qualité des aliments. Et la qualité dont nous parlons ici, c'est surtout les caractéristiques organoleptiques du produit. Peut-être le goût va changer, la couleur qui est connue de l'aliment va changer, son odeur. L'odeur, c'est un aliment qui ne commence pas à sentir. Mais en réalité, pour qu'on ait ces résultats, il y a des causes. La cause peut être microbiologique, la cause peut être chimique, la cause peut être physique, une maturation très avancée peut conduire aussi à une altération, par exemple. Juste ça, c'est physiologique. Mais c'est bien connu que la cause, je voudrais dire la cause la plus connue, c'est la cause microbiologique. Donc, c'est les micro-organismes qui, en se développant, vont dégrader donc, des molécules, des macromolécules du produit. Donc, c'est un résultat de leur métabolisme, en réalité. Ils vont produire des substances qui vont faire que le produit va changer de goût. Et ceci varie évidemment en fonction de la température de conservation de l'aliment. Si vous êtes à une température de réfrigération 0 degré, comme vous l'avez dit, là, vous allez voir surtout les bactéries, c'est-à-dire pseudomonas actives, et les types de métabolites, c'est différent. Que lorsque vous êtes à une température ambiante, comme vous l'avez dit, vous allez voir là les bactéries lactiques, les entérobactéries, qui n'arrivent pas à se développer à 0 degré, vont commencer par se développer là, vont produire des composés comme la putrescine, la cadavérine, et tout de suite, vos produits commencent par sentir. Donc, si vous voulez faire l'étude, vous allez voir quel est l'indicateur chimique qui décrit plus l'altération de votre aliment. Et vous pouvez essayer de modéliser la production de cet indicateur chimique avec le micro-organisme. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire par rapport à ça. Centre de contrôle de qualité des aliments en Afrique, oui, nous en avons besoin. Il faut avouer que au Bénin, le gouvernement fait un effort par rapport à ça. Nous n'avions pas l'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, on l'a maintenant. Et ils essayent, autant qu'ils peuvent, de contribuer à la gestion de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Mais il faut encore plus, comme vous l'avez dit, mais moi je pense que ça passe aussi beaucoup plus par la formation. Il faut qu'on ait beaucoup de spécialistes dans ce domaine et puis ça va. Pour finir, votre question sur l'antibiogramme, j'avoue que je ne l'ai pas bien comprise, mais je voudrais vous dire que partout où il y a croissance des micro-organismes, les outils de microbiologie prédictive peuvent être utilisés. Il y a quelques années, j'enseignais aussi un peu les cours de microbiologie médicale où je donnais des exemples, des exercices où on peut essayer d'évaluer après un rapport sexuel lorsque la femme est contaminée par un Escherichia coli, combien de temps il faut pour qu'elle commence par donner les symptômes en fonction donc de comment un Escherichia coli va se développer. Ce n'est pas que dans le domaine alimentaire, on peut bien utiliser la microbiologie prédictive dans beaucoup de domaines. C'est ce que je voudrais vous dire par rapport à ça. Merci beaucoup.